Imaginez, il est minuit, vous décidez d'aller vous coucher, mais malheureusement, vous ne trouvez pas le sommeil. Vous avez beau vous retourner dans tous les sens, impossible pour vous de vous endormir. 1 heure passe, 2 heures passent, 3 heures passent, rien n'y fait. C'est alors qu'à exactement 3h02 du matin, ce son retentit. Vous vous saisissez alors immédiatement de votre téléphone et vous apercevez que vous avez reçu un mail d'une personne que vous ne connaissez absolument pas. Vous décidez donc d'ouvrir ce mail et là, vous lisez la chose suivante. Bonsoir, je m'appelle et j'ai été condamné à 18 ans de prison pour avoir tué ma meilleure amie. Par curiosité, j'aurais aimé savoir si tu souhaiterais raconter mon histoire. Il te suffit de taper mon nom et prénom sur Google et tu verras ce que j'ai fait. Vous avez du mal à y croire, mais bon, dans le doute, vous décidez quand même de taper le nom de cette personne sur Google et là, un tas d'articles apparaissent décrivant un horrible meurtre. Que feriez-vous? Cette histoire, c'est moi qui l'ai vécue il y a de cela 4 ans et aujourd'hui, la personne qui m'a envoyé ce mail que nous appellerons David, a lui-même été assassiné. Laissez-moi vous raconter cette folle anecdote que j'ai toujours gardée secrète. Wesh le Kodak Gang, bien quoi l'équipe, bien quoi le clan. Aujourd'hui les gars on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter une des histoires les plus folles qui me soit jamais arrivée de toute ma vie. J'ai vu que ma vidéo où je vous racontais comment j'ai survécu à une tentative de meurtre aux États-Unis vous avez énormément plu. D'ailleurs si tu l'as pas vu mon gars, je t'invite à aller la regarder, le lien est dans la description. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de vous raconter le jour où un meurtrier m'a contacté par mail. Ce qui est fou dans cette histoire, c'est que lui-même a été retrouvé assassiné quelques années après. Préparez vos popcorn et une petite boisson parce que l'histoire que je m'apprête à vous raconter est complètement dingue. Notre histoire commence donc dans la nuit du 30 décembre 2019. Ce soir-là, je m'en rappelle encore, j'avais du mal à trouver le sommeil. Le temps passait, j'arrivais pas à m'endormir et à 3h02 du matin exactement, j'ai reçu un mail d'une personne que je ne connaissais absolument pas qui me disait la chose suivante. Le bonsoir à toi Blackrook. Je suis tombé sur ta vidéo de Fritzl et j'ai aimé la façon dont tu l'as racontée. Par curiosité, j'aurais aimé savoir si tu souhaiterais raconter mon histoire via mon témoignage. Mais j'aurais aimé rester anonyme si possible. Dans mon adresse mail, tu verras mon nom et mon prénom, donc tu comprendras après quelques recherches ce que j'ai fait et subi. Comme tu aimes bien les histoires criminelles, je te propose d'en raconter une avec le témoignage de l'un des principaux protagonistes. Dans l'attente d'une réponse de ta part, je te souhaite une bonne continuation. À bientôt j'espère. Je vous avoue, lorsque je reçois ce mail, j'y crois pas du tout. Je me dis que ça doit être un pote à moi qui me fait une blague, un abonné qui a récupéré mon mail je ne sais où, mais en tout cas j'y crois absolument pas. Dans le doute, comme il me l'a demandé, je décide de taper son nom sur Google et là un tas d'articles apparaissent parlant de 2 frères tueurs. Je vous présente donc le deuxième protagoniste de notre histoire, qui n'est nul autre que le frère jumeau de David, que nous appellerons Lucas. Je lis donc ces différents articles et là j'apprends que le David qui m'a contacté par mail, alors âgé seulement de 19 ans à l'époque, a été condamné à 18 ans de prison et son frère jumeau Lucas à 20 ans de prison pour le meurtre de leur meilleur ami en avril 2006. Ce qui fait qu'au moment où il m'envoie ce mail, soit en 2019, il est toujours censé être en prison. Car oui, il a été incarcéré en 2008 à 18 ans de prison, ça fait qu'il aurait dû sortir seulement en 2026. À l'heure qu'il est, tu devrais encore être en prison. Tu serais pas un fake? Non, c'est bien moi. Après une condamnation à 18 ans de prison, j'en ai fait 13 pleins. Et je suis sorti cette année en mai. Je ne suis pas un fake. Honnêtement, à ce moment-là, j'ai encore beaucoup de mal à y croire. N'importe qui sur internet pourrait prendre le nom, prénom d'un tueur et se faire passer pour lui. Également, je comprends pas pourquoi il me contacte moi. Pourquoi moi et pas un autre? Après tout, je n'ai fait que 2 vidéos sur des histoires criminelles. Eh bien, je ne savais même pas que tu en avais fait que 2. Je viens de regarder ta vidéo de Fritzl et j'ai vu 1 million de vues. Voilà pourquoi toi. Puis tu as dit à la fin de ta vidéo que tu aimais bien les histoires criminelles. Voilà pourquoi. À ce moment-là, ça commence à tenir la route et je me dis qu'il pourrait potentiellement vraiment être ce fameux... Le seul moyen d'être vraiment sûr que ce soit lui, ce serait qu'il m'envoie une photo de sa carte d'identité. Comment je peux être sûr que c'est vraiment toi? Et qu'aimerais-tu transmettre à travers cette vidéo? Quel est le but que tu recherches en faisant ça? Mon but est de donner mon point de vue, et pas plusieurs versions comme au tribunal ou encore dans les journaux. Après un truc qui confirme mon identité, je peux t'envoyer une photo de ma CNI si tu le souhaites. Mais il faut quand même être débile pour utiliser le mail d'un criminel. Je te crois, mais juste pour être sûr, ce serait cool que tu m'envoies ça. Est-ce que tu saurais m'envoyer le lien d'un article en particulier qui raconte bien l'histoire? Parce que ce que j'ai trouvé, c'est vraiment pas ouf. Question de point de vue, niveau folie, mais bon. Tuer une personne, puis balancer son corps et faire comme si de rien n'était, c'est déjà pas mal selon moi. Il y a eu une émission sur mon affaire, genre faites entrer l'accusé, mais elle s'appelle Verdict. Et la vidéo et les articles ne sont plus disponibles en ligne, ou en tout cas, à moitié disparu. Je t'envoie une photo de ma carte d'identité juste après. Tu jugeras toi-même si tu veux poursuivre ou pas. Je m'en rappelle encore, ça m'avait glacé le sang. Le fait de voir son visage comme ça, lié à cette histoire, à ce moment-là, il était 3h37 du matin, et c'est à ce moment-là que je réalise que je fais face à un réel meurtrier. Plus de doute, c'est bel et bien ce fameux... que nous appellerons ici David. Tu as reçu la photo de ma carte d'identité? Et oui, je peux tout expliquer en détail si tu veux. Et pour répondre à l'une de tes questions, elle s'attendait pas à mourir.
Enfin, je veux dire, elle pensait pas que mon frère allait aller au bout. À ce moment-là, il faut savoir que quand j'avais été regarder les articles, je les avais juste un peu survolés. J'avais compris qu'il avait été inculpé pour avoir tué sa meilleure amie avec son frère jumeau, mais je n'avais pas été exploré dans le détail parce que pour moi, je faisais face à un canular. C'était pas lui, c'était une blague, c'était pas possible. Quand je vois que c'est bien réel, je décide de me renseigner davantage et là, j'apprends la manière horrible dont lui et son frère ont tué leur meilleure amie. Je vous présente donc notre troisième et dernière protagoniste, que nous appellerons Marie. L'après-midi du 5 avril 2006, la meilleure amie de David et Lucas, Marie, alors âgée seulement de 21 ans à l'époque, se rend au domicile des deux frères qu'elle connaissait depuis l'école maternelle. Apparemment pour leur réclamer de l'argent, chose que d'après David, elle faisait récurremment. À ce moment-là, Marie ne le sait pas encore, mais elle se dirige tout droit vers sa propre fin. Au début, j'avais de la pitié, car on s'est connus à la maternelle à l'âge de seulement 6 ans. Mais au fur et à mesure, la pitié s'est transformée en haine. Puis petit à petit, une simple idée comme la tuer, qui est juste une pensée, finit par virer à l'obsession. Et quand on te traite comme un chien, en te frappant et en te raquettant au minimum une fois par semaine, bah tu deviens petit à petit un monstre. Et je le regrette pas. Si c'était à refaire, je le referais. Marie se rend donc au domicile des deux frères, comme elle en avait l'habitude, franchit la porte, et c'est alors qu'à peine arrivé que Lucas se saisit d'un marteau, court vers elle et la frappe sur le crâne à 7 reprises. Marie s'écroule, mais miracle, elle n'est pas morte. Elle se débat alors de toutes ses forces, s'accroche à la vie, demande de l'aide à David, qui est là juste à côté, qui la voit se faire tabasser à mort et qui ne bronche même pas, qui ne l'aide pas et qui ne fait absolument rien. Perso, je lui ai rien dit moi ce jour-là. Juste que quand elle se battait avec mon frère, elle m'a demandé de l'aide et je n'ai pas bougé. Lucas, voyant que Marie est toujours en vie et bien décidée à l'achever, lui saute dessus, l'attrape par la gorge et l'étrangle de toutes ses forces. Marie tente de se débattre, mais malheureusement, cette fois, elle n'y survivra pas et s'éteindra à l'âge de seulement 21 ans. Je n'oublierai jamais ce jour d'avril 2006. Je pourrais tout te raconter en détail, même les dernières paroles de la victime et comment s'est déroulée cette journée particulière pour moi. Après l'avoir assassiné, les jumeaux ont ligoté son corps et se sont servis de 2 sacs poubelles afin de l'emballer. Ils se sont ensuite munis d'un chariot pour mettre son corps dans celui-ci. Ils ont ensuite transporté le chariot jusqu'à une commune voisine afin de se débarrasser du cadavre dans le canal de celle-ci. Après avoir commis un acte aussi horrible, lui et son frère jumeau sont rentrés chez eux et ont vécu comme s'il ne s'était rien passé. Et oui, c'est mon frère qui l'a massacrée devant mes yeux, mais j'ai pas réagi car je voulais qu'elle crève, tu comprends? Et je suis un mort en sursis. Car oui, si l'un de ses frères me retrouve, il ne me fera pas la bise. Et quand on s'est débarrassé du corps, j'étais soulagé. Et mon frère aussi. C'était quand même une amie d'enfance à toi. Tu n'as rien ressenti en commettant cet acte? Oui, dans la version officielle, c'était une amie d'enfance. Mais perso, j'ai ressenti un soulagement quand elle est morte. Et ça n'a plus été une amie vers l'âge de nos 13 ans ou 14 ans. Tu ne frappes pas, ni ne raquettes pas tes amis avec l'aide de tes 2 frères. C'est alors que les parents de Marie, logiquement inquiétés par la disparition de leur fille, se mettent immédiatement à sa recherche. Ils essaient de la joindre par téléphone, la cherchent dans la rue, mais rien n'y fait. Marie demeure introuvable. D'ailleurs, détail morbide, les 2 frères jumeaux, David et Lucas, participeront à ces recherches, faisant semblant d'être inquiets pour Marie, alors qu'ils savaient très bien qu'ils ne la retrouveraient jamais. Du moins, pas en vie. Ce jour-là, David ira même jusqu'à dire à la grande sœur de Marie qu'il avait croisé Marie vers 16h et qu'elle était partie faire des courses. 48 heures plus tard, n'ayant toujours aucune nouvelle de leur fille, la famille se décide à alerter la police qui se livre aux investigations habituelles. Malheureusement, sans succès. Marie demeure alors toujours introuvable, mais fort heureusement, les autorités prennent cette affaire très au sérieux car de 1, Marie ne répond absolument pas à son téléphone et de 2, depuis qu'elle est portée disparue, elle n'a plus fait aucune transaction bancaire. Ce qui, pour la police, est anormalement étrange. Les jours passent, les semaines passent et malheureusement, l'enquête n'avance toujours pas. Les 2 frères continuent à vivre leur vie comme si de rien n'était. Mais heureusement, un mois après la disparition de Marie, le 11 mai 2006, le patron d'une péniche amarrée au bord du canal où le corps de Marie avait été jeté signale la présence d'un chariot suspect à moitié immergé et coincé entre 2 bateaux aux autorités qui, 2 jours plus tard, se rendent sur place. Les policiers vont faire la macabre découverte du corps de Marie en état de décomposition, ligoté et enfermé dans 2 sacs poubelles. Ce meurtre a rappelé d'horribles souvenirs à la famille car 6 ans plus tôt, la grande sœur de Marie avait également été retrouvée morte dans ce même canal et la police avait conclu à un suicide alors que la famille n'y avait jamais cru. Dès le lendemain de la découverte du corps, David et Lucas, étant les dernières personnes à avoir vu Marie vivante, ont été arrêtés et placés en garde à vue. Ils ne tarderont pas à avouer leur implication dans ce meurtre et un procès s'ouvrira le 22 septembre 2008. L'audience va durer 4 jours. 4 jours durant lesquels la cour va procéder à la reconstitution des événements, analyser la personnalité et le passé de la victime comme celui des coupables. Elle va également essayer de trouver le mobile du crime. Celle-ci finira
par conclure à un acte prémédité perpétré par deux jeunes dont la froideur affective bouleverse jusqu'à leurs avocats. La cour condamne alors Lucas, principal auteur des faits, à 20 ans de prison pour meurtre et condamne David à 18 ans de prison pour complicité de meurtre. Vous vous demandez sûrement quel est le mobile du crime, pour quelle raison Marie a-t-elle été assassinée? Eh bien, la cour a conclu que ce serait pour l'argent et la somme ridicule de 500 €. Mais David, lui, n'est pas de cet avis-là. Au départ, dans les médias et journaux, c'était moi le tueur à la place de mon frère. Puis le plus gros mensonge, c'était au tribunal, lors de mon jugement, que moi et mon frère avions mis fin à ces jours pour 500 €. Comme elle venait d'une famille de 15 enfants et que les parents n'avaient pas assez de revenus ou d'argent et que moi et mon frère jumeau avions en moyenne 200 € d'argent de poche, la jalousie a commencé à s'installer. Et pour info, ils m'ont volé environ 60 000 € entre mes 13 et mes 19 ans. Ces informations sont bien sûr à prendre avec des pincettes. Ce ne sont pas des faits avérés, il ne dit pas forcément vrai, c'est le coupable et au final la justice a tranché que c'était pour la somme ridicule de 500 €. Et après tout, même si au final elle lui avait volé plus de 60 000 €, ça ne justifie absolument pas de subir ce qu'elle a subi. Je tiens à préciser même que pour tout le long de cette vidéo, tout ce que l'auteur des faits, le coupable, nous dit est à prendre en soi avec des pincettes. Lorsqu'il dit que c'était 60 000 € au lieu de 500 €, ça on ne le saura jamais. Il n'est plus là pour nous le dire, mais ça vous verrez à la fin. Maintenant que je connais l'histoire dans son ensemble et n'ayant jamais parlé à quelqu'un qui a commis l'irréparable, je lui pose des questions sur son mindset, voir comment il se sentait au moment des faits, voir ce qu'il en pensait, etc. Je lui demande donc, est-ce qu'il pensait échapper à la justice? Ouais, je pensais échapper à la prison. Mais mon frère a commis une erreur qui nous a fait nous faire choper. Lorsqu'il me répond de cette manière, j'ai l'impression qu'il n'éprouve décidément aucun regret pour ce qu'il a commis. Je lui demande donc si au moment des faits il était stressé par ce qu'il a commis, est-ce qu'il a réussi à dormir les jours suivants et également quelle était l'erreur que son frère a commise. Je dors comme un bébé. L'erreur fatale de mon frère a été, il y en a deux. La première, il a laissé des vêtements à lui avec le corps, donc son ADN. Et quand on allait se débarrasser du corps, pour faire court, disons que s'il m'avait écouté, je pense que je serais toujours dehors. Car avant de le jeter, je l'ai supplié de lester le corps avec les pavés qui étaient posés juste à côté. Sans ça, le corps est logiquement remonté à la surface au bout de 1 mois et demi, un peu moins. À ce moment-là, j'étais déconcerté. Je fais vraiment face à un gars qui est dépourvu d'émotion, d'empathie et qui n'a aucun regret. Je suis autant choqué que dégoûté, mais à la manière d'un journaliste, je me dois de rester impartial et je me contente de lui poser des questions sans émettre de jugement, même si j'ai mon propre avis quant à son cas. Et comme vous pouvez vous en douter, il n'est pas tout rose. Mais du coup, depuis que t'es rentré en prison, t'as revu ton frère ou plus du tout? Non, j'ai pas revu mon frère depuis 2010. Mais il vient me chercher début 2020. Il est libre aussi. J'ai gâché ma jeunesse, mais j'étais plus libre en tôle que dehors. À ce moment-là, comme vous pouvez le voir, on a déjà pas mal échangé. Le temps passe. À ce moment-là, il était déjà 4h44 exactement. Et c'est à ce moment-là que David m'envoie ce mail. Juste une question. Est-ce que t'es en France? Si oui, tu veilles tard. Perso, j'ai mes yeux qui se ferment. Ça te dérange pas qu'on remette tout ça à demain, car là j'aimerais vraiment bien aller dormir. Et si ça te convient, on continue demain. Y a pas de souci, on peut remettre ça à demain. Bah, bonne nuit à toi. Crook veut dire escroc en anglais. Tu le savais? À demain soir vers 19h. Ça ira? Je ne le savais pas encore, mais c'était le dernier mail que je recevais de David. Et pourtant, cette histoire était loin d'être finie. Le lendemain, je me réveille, je me rappelle, repenser à tout ce qui s'est passé la veille, me dire que c'est un truc de fou. J'en reviens pas, je vais regarder les mails pour être sûr que j'ai pas rêvé. Les mails sont bien là, et je me dis, ok, c'était réel. Qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je lui renvoie un mail? Est-ce que je poursuis? Est-ce que j'essaie d'en savoir plus? Ou est-ce que je me mêle pas de tout ça et j'en reste là? Honnêtement, je me rappelle plus ce que je me suis dit à l'époque, mais tout ce que je sais, c'est que j'ai fini par conclure en me disant, bon, c'est quoi? On va laisser le destin, on va dire, avoir le contrôle à ce niveau-là. Je me suis dit que si David ne me renverrait pas de mail, je ne lui en renverrais pas. Le temps est passé et au final, le premier jour, il m'a pas renvoyé, deuxième jour, il m'a pas renvoyé, troisième, quatrième. Les jours sont passés, puis les jours sont devenus des semaines, les semaines sont devenues des mois. Le temps passe, le temps passe, le temps passe et 3 ans plus tard, soit en 2022, je me retrouve aux États-Unis, je suis avec des potes, on est en voiture et on est là, on est en train de parler de tout et de rien. Et au détour d'une conversation, je leur parle de cette histoire qui m'était arrivée et je décide de leur sortir les mails. Je leur montre, je leur fais lire l'histoire et ils sont abasourdis, ils sont choqués. Je leur dis, attendez les gars, carrément, je vais vous montrer, je vais taper son nom sur Google et vous verrez, il y aura plein d'articles qui vont apparaître, qui vont parler de ce qu'il a fait. Je décide donc de taper sur Google, notre fameux David. Et là, au lieu de tomber comme habituellement sur des articles qui expliquent l'assassinat dont il est coupable, je tombe sur des articles qui expliquent qu'il a lui-même été assassiné. À ce moment-là, je suis dans la voiture, je suis au stage, je suis choqué. Je suis choqué de voir que ce mec est mort. Je me dis, damn, c'est quoi cette dinguerie? Donc lui aussi, il y est passé. Au final, tout se paye un jour. Je me renseigne et là, je vois quoi? David, qui avait été libéré de prison en 2019, année durant laquelle il m'avait contacté, vivait dans un logement social qui était connu de son voisinage comme étant un squat où soirées alcoolisées et bagarres étaient très fréquents. Le
soir de son décès avait lieu l'une de ces fameuses soirées au cours de laquelle une bagarre aurait éclaté. Quelques heures plus tard, après que la soirée se soit finie, un voisin aurait apparemment aperçu deux individus revenir au niveau de son domicile, l'un qui faisait le guet et l'autre qui a tout simplement lancé un cocktail Molotov dans la maison de David. Celui-ci a directement atterri sur un canapé au bas des escaliers de David qui a pris feu et directement créé un incendie dans toute la maison. David se retrouvera au milieu des flammes et finira par y succomber le 11 mai 2022. Étrangement, c'est la même date à laquelle on a retrouvé le corps de Marie 16 ans plus tôt, le 11 mai 2006. Pour finir, j'aimerais beaucoup savoir ce que vous pensez de cette histoire, donc n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. En tout cas, moi, tout ce que j'aimerais dire, c'est que tout se paye un jour. Sur ce, le Koda Gang, puisse le sort vous être favorable dans ce jeu qu'est la vie.